Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, vous participez au congrès, au 64e congrès de Ardennes Eiffel, qui est animé par la section française cette année. Alors, je suis le président de la section française, donc Noël Orsa. On a une conférence qui va se dérouler sur 2 lieux. Ce matin, c'est donc ici, au musée de l'Ardenne. Donc, on a comme date, comme heure limite, 13h. Si on arrête un peu avant, on est peut-être pas plus mal. C'est en fonction du débat éventuellement qui se déroulera ici. Nous avons comme intervenant donc, ce matin Philippe Vaillant qui va présenter d'une manière générale les 4 ficelles sous l'angle à la fois, tu me corriges si je suis pas tout à fait juste, sous l'angle à la fois des marionnettes et de la symbolique. De manière générale. Je poursuivrai moi-même sur la thématique des traces de cette légende dans le massif de l'Ardenne en général, donc français, belge, luxembourgeois, allemand, il y en a moins, en m'appuyant sur le travail qui a été fait par Jean-Luc Duvivier de Fortan, qui est aussi un membre de l'association de la route des légendes, qui est excusé parce qu'il avait des problèmes de santé, donc, et qui a fait un gros travail, notamment dans ce livre, mais il y en a d'autres. Là, en l'occurrence, c'était justement les images. Donc, je vais vous présenter d'ailleurs moi-même des images qui sont issues de ce livre, pour voir comment les traces de cette légende se retrouvent dans le paysage. Donc, la matinée se finira avec l'intervention de M. Jean-Pierre Lambeau, qui est ici présent, qui lui est plus spécialisé, on va dire, sur le thème de Mogis l'Enchanteur. Alors d'ailleurs, Mogis l'Enchanteur, que vous avez ici, vous l'avez peut-être reconnu, et qu'on va retrouver tout à l'heure donc dans la 2e salle de conférence, c'est-à-dire la médiathèque. C'est par l'intermédiaire de ce personnage que le thème qui a été choisi pour donner une identité au massif de l'Ardenne a été l'enchantement. C'est pourquoi vous avez vu sur le thème de notre congrès et sur donc l'enchantement, puisque là il s'agit d'un enchanteur. Voilà. Et il se trouve que les idées se rejoignent, puisque le département des Ardennes françaises, en association avec ses voisins belges, donc au moins les 2 provinces qui sont les plus à l'est, c'est-à-dire comme il y a suffisamment de Belges dans la salle, si je me trompe, vous allez pouvoir me contredire. Donc la province de Luxembourg-Belge et la province de Namur, je pense qu'ils doivent être les 2. Alors en tout cas, celles-ci qui sont dans l'association avec le département des Ardennes françaises, plus le Grand-Duché du Luxembourg, alors il y a des Luxembourgeois, voilà, donc là-bas avec Paul de Camer. Déjà ces 3 pays se sont mis d'accord pour prendre ce thème commun pour avoir une identité de l'Ardenne. Donc le thème de l'enchantement et l'étonnement. Bon, alors je n'en dis pas plus maintenant, puisque ça va être développé aussi au département, quand nous serons reçus à 17h30 par le nouveau président du département, Noël Bourgeois, donc au conseil départemental, ce qu'on appelait autrefois conseil général, à la préfecture. Donc ce matin, je vous ai présenté les 3 intervenants. Cet après-midi, donc, nous aurons M. William Blanc qui est arrivé, il n'est pas dans la salle là, il doit être juste à côté, donc qui lui va intervenir sur le cheval Bayard, et M. Édouard Brazet qui lui interviendra sur le thème des fées en général. Donc la fée qui nous concerne le plus, nous, dans la légende des 4 fils et Mons, c'est la fée Orient, donc, je ne sais pas s'il va en parler, mais en tout cas, on lui va demander. Et puis la 3e personne qui ne peut pas venir et qui s'est excusée, mais il nous a donné un film, donc on présentera à la place, donc, M. Alain Voiseau est plus spécialisé sur le thème des Nutons. Voilà, les Nutons sont les nains des Ardennes. Il y a d'ailleurs un grand parking en Belgique qui s'appelle le parking des Nutons. Donc voilà. Alors,
ça c'est pour cet après-midi. On doit arrêter à 17h. Quelques-uns d'entre nous, on ira dire bonjour aux archéologues qui font leur colloque en ce moment juste sur le thème de l'Ardenne Eiffel. Ça tombe bien. Et en même temps, c'est un mot qui est très utilisé en ce moment par notre nouveau président qui n'arrête pas de dire en même temps, nous irons au département pour cet accueil à 17h30. Donc à la préfecture. Alors toutes les personnes qui n'ont pas encore signalé qu'ils étaient prêts à y aller, il faut quand même que vous me donniez votre nom parce que vous savez qu'il y a un plan qui s'appelle le plan Vigipirate qui complique beaucoup les entrées et les sorties à la préfecture. Donc il faut que je signale les noms des personnes. Donc je pense surtout à vous deux, ces deux messieurs, et l'autre personne donc allemande, là-haut aussi, qui doit, il faut que je renote son nom pour prévenir qui va arriver. Ensuite, donc les gens qui sont inscrits, nous irons donc dans une ferme auberge à Gironval, village de Tain-le-Moutier, donc, puisque c'est celle qui correspond le plus à notre thème. Voilà. Et là, on a des minibus pour emmener les gens. Puis après, on ramènera chacun à l'hôtel, qui est ici, la plupart sont à l'hôtel, pratiquement tout le monde, sont à l'hôtel Kyriade, qui est au-dessus de la place du Cal. Ce midi, on nous a prévu une collation, un lunch sur les manches de boue qui sont ici. Donc toutes les personnes qui sont là peuvent rester. Il n'y a pas besoin de s'inscrire, ça correspond à peu près au nombre qui est là. Je réfléchis, qu'est-ce que j'aurais oublié de vous dire. Donc pour aujourd'hui, donc je pense que je n'ai pas oublié de temps. Pour demain, nous avons le conseil d'administration d'Ardenne Eiffel à 9h du matin à la Péniche. Alors pour les administrateurs qui ne connaissent pas, je leur expliquerai, on ira ensemble de toute façon. C'est à côté de l'autre lieu, de la médiathèque. À 11h, on a une assemblée générale qui est ouverte largement, toujours dans cette péniche. Et après un apéritif nous est offert dans la péniche. Et ensuite, nous partirons déjeuner donc à une ferme auberge qui s'appelle les Six Chaînons sur le massif des Hauts-Butets. C'est en direction de Giver. C'est l'ancien président d'ailleurs de la Route des Légendes qui était l'ancien patron d'ailleurs de la péniche, qui tient cette auberge. Alors lui aussi il est dans le thème, c'est pour ça qu'on a choisi Et ensuite, avec tous ceux qui sont encore partants, nous irons jusqu'au bateau qui s'appelle le Charlemagne, le bien nommé, donc à Givet, pour faire une petite croisière d'1 heure sur la Meuse à Givet. Puis nous reviendrons ici pour que chacun récupère sa voiture. Donc la croisière doit être de 16h à 17h. Il me semble que je n'ai rien oublié. Donc je n'ai plus qu'à laisser la parole à Philippe Vaillant qui va présenter le... Dans la tradition du groupement, je vais quand même demander s'il y a peut-être des personnes qui ont besoin d'une traduction allemande. Je comprends. Donc si jamais wenn jemand nicht alles verstehen sollte, bitte melden, dann werden wir übersetzen. Tu as raison. Alors j'avais essayé d'avoir un traducteur, mais ça n'a pas marché. Non, c'est pas ça. Bon, et bon, voilà. Frank Wittner qui arrive, le président du groupement européen. Alors je vous signale aussi, pour ceux qui ne l'ont pas eu, que ces petits documents qui sont là, il n'y en a plus beaucoup, mais bon, ce sont les documents du programme. Donc vous avez dessus à la fois la présentation du programme, les horaires, également la présentation d'Ardenne Eiffel à l'intérieur, en français et en allemand. Bon. Et derrière des photos des activités de jeunes qui se sont déroulées ces derniers temps, avec aussi la liste des intervenants d'aujourd'hui et leur présentation. Donc n'hésitez pas à vous servir parce que c'est là pour ces documents-là. Voilà, je vais tâcher de parler doucement. La voix passe bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin du micro. Voilà, alors mon rôle pour ouvrir cette matinée, c'est de vous faire et de vous présenter une synthèse en quelque sorte
sur les 4 ficelés. Pouvoir disposer d'une histoire qui, par ses symboles, franchit l'échec des langues, pouvoir disposer d'une légende encore vivante dans les 4 pays, dans les 4 nations qui constituent l'Ardennefeld, la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, eh bien, tel est l'atout à la fois littéraire et touristique de l'Ardennefeld avec cette légende des 4 ficelés. On dit toujours, et le terme est commode, légende. En particulier chez nous en France, dans les Ardennes françaises, à cause de ce rocher avec ses 4 éperons rocheux que vous connaissez sûrement. Le rocher des 4 ficellements. Mais il est intéressant de savoir que, avant d'être une légende, les 4 ficellements étaient une épopée. Et pour nous, en France, une épopée, ça s'appelle une chanson de geste. C'était une chanson de geste avec une tradition manuscrite considérable et des manuscrits avec enluminure de toute beauté qui commencent à être reproduites de plus en plus. Et il est intéressant de savoir dès le départ que cette chanson de geste, de la petite centaine de chansons de geste écrites en langue française, en francien, ça a été la plus jouée, réclamée, récitée, jonglée. On ne sait pas très bien comment faisaient ni les trouvères ni les troubadours, mais toujours est-il que ça a été l'épopée la plus populaire pendant plus de 3 siècles dans tous les États de l'Europe médiévale. Voilà, il y a là, si vous voulez, déjà un fait extrêmement singulier, et vous allez voir qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, sans aucun esprit de chauvinisme, on a réellement affaire avec les 4 ficellements à quelque chose de vraiment exceptionnel. Alors on pourrait se poser la question d'ailleurs, pourquoi une telle popularité, même plus grande, ne m'en déplaise à mon cher Noël, que celle du Roland à Roncevaux. Roland à Roncevaux, l'événement est assez maigre. Bon, il a eu un retentissement considérable dans toute l'Europe médiévale, mais il y a des traces, et Noël en parlera tout à l'heure d'une manière approfondie, il y a des traces des 4 ficellements dans tous les États actuels de l'Europe, et notamment à travers cette image devenue, je vais dire, devenue une image majeure du folklore européen, des 4 ficellements, Renaud, Allard, Guichard et Richard, tous les 4 sur le cheval Bayard. Alors je voudrais, avec vous, si vous voulez, entrer dans à la fois la beauté et puis la complexité de cette légende. Et j'en parlais avec Jean-Pierre Lambeau, plus nous travaillons, plus nous nous rendons compte que ce qui apparaît comme une légende pour beaucoup de gens, c'est-à-dire des histoires qui n'ont pas une grande importance historique, et puis qui peuvent être agrémentées au fil des improvisations, ce qui est vrai, mais que cette chanson de geste est d'une profondeur absolument étonnante, et c'est ce que je voudrais essayer de faire passer dans la petite demi-heure qui me reste auprès de vous. Les Ardennais en particulier aiment bien dire que les 4 ficellements sont des rebelles. Ce sont des rebelles qui se sont réfugiés dans la forêt d'Ardennes, et jusqu'ici on peut dire que c'est vrai, d'autant que cette forêt d'Ardennes, déjà au Moyen-Âge, puisque le terme de Arduina au Moyen-Âge désignait la forêt elle-même, puisque cette forêt, jusqu'à Shakespeare et bien au-delà, était ce lieu un peu mythique qui faisait, dans ce type de roman écrit en langue romaine, l'équivalent de Brocéliande dans les récits arthuriens. Alors, alors, les 4 ficellements, effectivement, vous connaissez l'histoire, peut-être que vous ne connaissez pas suffisamment l'histoire, oui. Moi, j'aimerais toujours pouvoir vous la conter.
mais sachez que c'est une histoire qui comporte 18 500 vers, hein, et que si je devais la compter, j'en aurais quand même pour 1h15, 1h30, donc vous voyez. Mais enfin, c'est toujours délicat de parler de quelque chose que le public ne domine pas assez en termes d'événements. Alors je vais faire un très rapide résumé, oui, un très rapide résumé de cette épopée. Grosso modo, si vous voulez, c'est la grande chevauchée. Les quatre fils tous les quatre montés sur le cheval Bayard et guidés par l'enchanteur Mogis, qui s'oppose à Charlemagne et qui ne sait pas demander pardon. Et ça va nous conduire, si vous voulez, en 4 épisodes, alors que la narration dans les manuscrits médiévaux est toujours continue, mais on peut distinguer 4 épisodes. L'épisode ardennais, et là les 4 fils construisent ce château de Montessor à la confluence de la Meuse et de la Saumois. Après l'épisode ardennais, il y a l'épisode gascon avec le château de Montauban à la confluence de la Dordogne et de la Gironde, la Gironde étant à l'époque considérée comme un fleuve. Et puis le 3e épisode nous amène à Trémoigne. Alors là, à Trémoigne, nous sommes en Allemagne, car Trémoigne est le nom ancien de Dortmund, de l'actuel Dortmund, pour se terminer toujours en Allemagne, à Cologne, où Renaud, le fils Aymon, alors ça c'est quelque chose aussi d'exceptionnel, où le chevalier, devenu duc d'Ardenne à la mort de son père, va troquer sa cuirasse, son aubert, sa maille, sa cotte de maille et son épée pour prendre à la place le bâton du pèlerin et partir sur les chemins pour arriver jusqu'au Rhin, à Cologne, dans le chantier de la cathédrale, là où le Moyen-Âge est en train de construire la plus haute cathédrale de toute Europe. Moi, la cathédrale de Cologne a été terminée il n'y a pas tellement longtemps, mais là nous sommes dans le chantier de la cathédrale de Cologne, et Renaud, le fils Aymon, se fait passer pour un simple ouvrier. Et d'ailleurs, vous verrez tout à l'heure, et cela commence à être connu, si vous voulez, c'est un petit peu notre travail depuis une vingtaine d'années, vous verrez, il y a sur le côté ouest de la cathédrale de Cologne une représentation de Renaud. Alors non pas en chevalier, hein, mais en ouvrier, participant à la construction de la cathédrale de Cologne. Bon. À la fin, la paix est quand même faite. Charlemagne se résout à faire la paix avec les quatre fils Aymon, et c'est ainsi que se termine cette légende, si vous voulez, en précisant qu'en Allemagne, Renaud est considéré comme un saint, et que Renaud est d'ailleurs, Reinhold, en Allemagne, n'est-ce pas, Renaud est le saint patron de la ville de Dortmund. Et si vous allez à Dortmund, d'ailleurs, je pense qu'on va vous donner une image tout à l'heure, dans la très grande Reinhold-Kirche, vous avez à l'entrée d'un grand chœur d'art gothique, hein, vous avez 2 sculptures en bois, l'une représente Charlemagne, l'autre représente Renaud, et ils sont là, face à face, apparemment réconciliés à l'entrée de l'église consacrée à Renaud à Dortmund. Alors vous voyez, on a là une légende, une épopée qu'on peut vraiment qualifier de transfrontalière. Et mon travail à moi, si vous voulez, qui suis dans la promotion de la culture de l'Ardenne et de la Champagne-Ardenne depuis une trentaine d'années, c'est de faire comprendre aux autorités qu'on a là un sujet en or, à plus forte raison pour l'Ardenne Eiffel, on a un sujet en or, une légende transfrontalière, de dimension merveilleuse, et qui après un oubli à partir du 15e, 16e siècle, connaît, grâce aux conteurs et grâce aux études qui sont faites, un véritable renouveau. Voilà. Alors là, je crois qu'il est important de bien comprendre que pour vous, pour nous, l'Ardenne Eiffel, et pour nous du Grand Est, et puis par-delà dans la grande région qui se constitue avec les 4 États dont je parlais, la France, la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, qu'on appelle la grande région, on a là un atout culturel et touristique considérable. Et d'autant plus considérable, si vous voulez, qu'on a affaire à une œuvre, et c'est là où j'entre précisément dans mon propos, à la fois populaire et savante. Vous savez qu'aujourd'hui, ce qui est populaire
est bien rarement savant, et ce qui a tendance à être savant n'est pratiquement pas populaire. Mais là, c'est là. Voilà, donc on a fait déjà singulier en lui-même d'une œuvre populaire, indéniablement, et savante, et c'est ce côté savant que je voudrais exposer rapidement. Alors je reviens, si vous voulez, à cette image. Je ne sais pas d'ailleurs si les Belges et les Allemands la reprennent. Les Allemands non, les Belges peut-être moins, mais dans les Ardennes, où on ne connaît que l'épisode dit ardennais, alors vous voyez le travail qu'il y a à faire, puisque l'épisode ardennais, c'est un quart de l'épopée. Donc réduire une telle œuvre au seul épisode ardennais, là, il y a un problème. Enfin, si vous voulez, peut-être que dans un siècle, on aura réussi à avancer, je n'en sais rien. Et il y a toujours cette image qui est présentée, donc les catéchismons, oui, ils sont sympathiques parce que c'est des rebelles. Alors oui, c'est le thème actuellement du rebelle, mais si on y regarde de près, d'abord, la forêt d'Ardennes n'est pas forcément le lieu d'une rébellion, elle est le lieu, je le renvoie à Shakespeare en particulier, dans I Do Like It, mais même dans Gérard de Roussillon, contemporain des catéchismons, Shakespeare, c'est bien plus tard, c'est le lieu de l'exil, c'est là où vont les gens qui sont forgerés, comme on disait à l'époque, qui sont rejetés, qui sont exilés. Et effectivement, Renaud et les catéchismons sont rejetés par Charlemagne parce que Charlemagne n'a pas voulu rendre droit à Renaud, dont l'honneur, le nom de Aymon, le nom de son père, c'est l'importance du nom pour un lignage, dont le nom a été bafoué par son propre neveu Berthollet, alors qu'il jouait aux échecs, et Charlemagne refuse de le rendre droit, et dans un geste de colère, Renaud, avec son échiquier, bon, ça c'est connu, c'est peut-être la scène la plus connue, que Béja a admirablement reproduit d'ailleurs dans sa chorégraphie. Armand Béja, il y a une chorégraphie il y a déjà une trentaine d'années. Renaud, si vous voulez, abat son échiquier sur la tête de Berthollet, dont le crâne explose et tombe à la cervelle est répandue sur tous les murs du château de Charlemagne à Paris. Vous savez que Charlemagne n'a jamais mis les pieds à Paris, mais là, nous sommes vraiment dans la légende. Voilà, alors, Charlemagne ne veut pas rendre droit, l'expression rendre droit, c'est-à-dire, on dirait aujourd'hui, rendre justice, parce qu'il y a eu déshonneur, il y a eu opprobre sur le nom de sa famille, et il refuse en quelque sorte le duel. Et vous savez qu'à cette époque, le duel, c'était la sanction de la justice, telle que voulait Dieu par l'intermédiaire des hommes. On l'appelle le jugement de Dieu. S'il vous plaît. On l'appelle le jugement de Dieu. Et qu'on appelle le jugement de Dieu. Voilà, très exactement. Alors, ayant tué Berthollet, Renaud et ses frères sont obligés de quitter le palais. Tous les quatre montés. Alors c'est là où apparaît pour la première fois dans les textes l'image des catéchismons, tous les quatre portés par le cheval Bayard, et ils se réfugient dans l'Ardenne pour échapper à Charlemagne. Mais est-ce que c'est pour autant des rebelles? Je vous laisse réfléchir si vous voulez, parce que en définitive la structure de l'œuvre, elle est bien dans le début du refus de justice de la part de Charlemagne, et à la fin, avant que Renaud ne parte pour Cologne, et connaisse là sa sanctification, il a voulu que ses propres fils, Émonet et Ionnet, soient faits chevaliers par Charlemagne. Et à ce moment-là, ça recommence, parce qu'il y a là, à ce moment-là, deux autres chevaliers tués par Renaud, etc. Et on a à nouveau 4 personnages qui sont là devant Charlemagne et qui vont aussi se battre. Et puis, on est exactement dans la situation de départ. Et là, Charlemagne accepte le duel. Le duel a lieu, le jugement de Dieu se prononce. Ainsi se termine, si vous voulez, véritablement, le récit de cette époque. Alors vous voyez, on a dit les catéchismons sont des rebelles, et il y a là une critique appuyée du système féodal. C'est faux. C'est complètement faux, vous avez la preuve là. C'est au contraire une des œuvres, parmi d'autres, qui est peut-être la plus illustrative de la mentalité féodale, en essayant de comprendre le lien profond qui pouvait exister entre le seigneur
et le vassal, toujours dans une perspective divine. Et à ce sujet-là, d'ailleurs, je ne peux être qu'étonné, et je vous fais part de mon étonnement de voir comment à l'université, on encourage les étudiants à parler de Charlemagne, par exemple, sans jamais prononcer le terme de christianisme et de religion chrétienne, et encore moins de Dieu. Alors là, il y a une espèce de parti pris actuel qui est absolument sidérant, quelles que soient vos opinions personnelles. Mais je trouve qu'un historien doit au moins respecter une certaine part d'objectivité, car nier Dieu au Moyen-Âge, c'est nier le Moyen-Âge. Je pense que ça, vous êtes d'accord pour le comprendre. Alors voilà une première dimension, voyez-vous. Les catéchémons, bon, certes, s'opposent, et grâce à Bayard, grâce à Mougis, échappent à Charlemagne, et Charlemagne ne mettra jamais la main dessus. Le brave Turpin, l'archevêque de Reims, qui lui a existé, ne cesse de le faire comprendre à Charlemagne, mais Charlemagne, les catéchémons, devient rouge de colère, il ne veut rien entendre, et ne veut pas faire la paix. Il y est contraint d'ailleurs par les 12 pères, bon, enfin, je n'entre pas dans le détail de l'histoire. Alors, quel est le rôle des catéchémons? Il y a là une deuxième entrée, si vous voulez, première entrée, si vous voulez, à développer, considérable, une illustration du serment qui unit le Seigneur et son vassal. Et quand ce serment est prononcé, rien ne peut le dissoudre. C'est-à-dire que le duc Aymon, le père des catéchémons, va poursuivre les catéchémons jusqu'au bout, parce qu'il a prêté serment à Charlemagne. Alors une deuxième piste, si vous voulez, vous me direz ce que vous en pensez, parce que tout ça, bon, ça commence à être étudié, mais ce dont je vais vous parler, je le vois pratiquement de... Bon, mais je continue mon travail avec beaucoup de patience, ça fait déjà quand même une trentaine d'années. Je pense, si vous voulez, que dans ces grandes œuvres, car c'est une grande œuvre, il y a forcément, si vous voulez, une dimension spirituelle. Pas seulement religieuse. Certes, le mot Dieu, dans un vers sur deux, un vers sur trois, le mot Dieu est prononcé. Il est saint, etc. C'est normal, c'est l'époque qui le veut, etc. Mais il y a une dimension spirituelle dont j'aimerais vous faire part, parce que je pense que ces catéchémons, comme les très grandes œuvres, je pense en particulier à Dante, avec sa Divine Comédie, ces catéchémons, si vous voulez, serait comme le schéma, en quelque sorte, de l'initiation au Moyen-Âge. Et je voudrais vous faire remarquer qu'avec la forêt d'Ardenne, la profonde, mystérieuse, noire et profonde forêt d'Ardenne, Schwarzwald, vous avez cette première couleur qui est mise en avant, qui est le noir. Dans le deuxième épisode, donc ça c'est l'épisode ardennais, le deuxième épisode, c'est l'épisode gascon, vous avez le château de Montauban. Alors Montauban, il y a un jeu de mots que reprend d'ailleurs le royaume de Bordeaux qui accueille les catéchémons, le mot Aubin, qui a donné Aubaine en français, Aubaine, c'est-à-dire au départ ça voulait dire étranger. Donc Montauban, par rapport à l'œuvre, serait considéré comme le château des étrangers, et le texte joue sur le mot Aubaine, c'est une Aubaine, direz-nous. Mais on ne peut pas ne pas comprendre, parce que là, l'étymologie est lumineuse, le sens de Montauban, ça veut bien dire la montagne blanche, montée à Albano. Et vous avez la deuxième couleur, qui est celle du blanc. Pour terminer avec l'image de la sainteté à Dortmund, témoigne à Dortmund et à Cologne, et qui serait le rouge. Et vous avez avec noir, blanc, rouge, qui sont, vous savez, les trois couleurs du drapeau italien. Avec noir, blanc, rouge, vous avez les trois couleurs alchimiques, je préfère dire hermétiques si vous voulez, qui correspondent aux trois étapes de l'initiation chevaleresque. La première, si vous voulez, et l'expression est connue d'ailleurs, vous ne pouvez pas ne pas la connaître, qui est l'œuvre noire. L'œuvre noire, je vous renvoie au très beau roman de Marguerite Yourcenar, l'œuvre noire, qui est la première étape, si vous voulez, par laquelle le chevalier est amené à
parvenir à la maîtrise de ses émotions, parvenir à la maîtrise même non seulement de la douleur, mais en même temps d'une certaine sentimentalité qui lui ferait oublier le rôle qu'il doit jouer, la première maîtrise. La première maîtrise du chevalier dans la conquête de son identité d'homme. J'ai envie de dire, si vous voulez, ces grandes œuvres répondent à la grande question qui est celle des plus grands artistes, quel que soit le mode d'expression, qui est l'homme est venu au monde, maintenant, comment réaliser l'homme, comment faire en sorte que l'homme soit totalement lui-même par la conquête, avec ce thème extrêmement moderne dans la psychologie, par la conquête de sa propre identité. Et bien avec le veau blanc, si vous voulez, c'est le moment où, avec le symbole de l'épée d'ailleurs, de l'épée qui tranche entre la lumière et l'obscur, enfin, qui tranche d'une manière définitive, si vous voulez, dans le chevalier, pour donner à l'homme chevalier cette stabilité, cette espèce de... Oui, cette stabilité, cette sérénité, si vous voulez, attachée à la conquête de l'identité. Et puis, la troisième étape, alors c'est là où on voit d'ailleurs la christianisation dominante de l'œuvre, vous allez voir que c'est pas le cas au départ, c'est l'œuvre rouge, c'est l'œuvre de l'amour, l'amour considéré, si vous voulez, alors peut-être que ça va dire vraiment universel, l'amour considéré comme la connaissance totalement acquise par l'individu selon ce précepte, si je peux m'exprimer ainsi, selon cette idée de la métaphysique que l'être est pleinement ce qu'il connaît. Alors voyez-vous, on aurait là un schéma initiatique qui fait une deuxième porte, si vous voulez, pour entrer dans les quatre fils. Alors il y a une troisième maintenant, et sur laquelle je voudrais pouvoir m'arrêter un petit peu, c'est l'utilisation dans ce type d'œuvre des nombres. Alors, ne me faites pas tout de suite la critique de la numérologie, parce que quand on parle de nombres aujourd'hui, on n'a pas tout condamné, on n'a pas compris. C'est pas de la numérologie, ou alors je ne sais pas si c'est derrière le mot. Ce n'est pas un chiffre non plus, mais je vais rentrer dans les querelles de la distinction entre nombre et chiffre. Mais dans les Catechuménon, et ça n'est pas propre au Catechuménon, c'est propre. Allez voir dans l'Odyssée d'Homère. On entre là, si vous voulez, dans des caractéristiques symboliques, le mot j'aurais dû employer plus tôt d'ailleurs, les trois couleurs de l'alchimie, c'est des couleurs symboliques. Là, on entre, si vous voulez, dans l'utilisation du nombre. Et il est toujours intéressant de rappeler, si vous voulez, que le symbole, et qui est dominant dans ce type d'œuvre, on va dire jusqu'à la fin du Moyen-Âge, à partir de la Renaissance, on va vouloir décortiquer le symbole et lui retirer sa dimension transcendante pour arriver à la situation actuelle, dans un rejet total des sociétés européennes du symbole. Mais il faut bien voir que dans cette perspective-là, si on veut essayer d'entrer dans une œuvre avec une mentalité, je dirais, la plus proche possible, qui pouvait être celle des hommes et des femmes de cette époque, il faut bien voir que le symbole, si vous voulez, intervient quand les mots du discours, les mots de la rationalité, si vous voulez, sont impropres ou incapables ou ne peuvent pas rendre compte d'une réalité au-delà de la raison. Alors attention, quand on parle d'une réalité au-delà de la raison, on parle d'irrationnel. Vous voyez déjà les ambiguïtés qui commencent. Car souvent l'irrationnel, pour nos contemporains, c'est quelque chose qui est en deçà de la raison. Alors que là, je préférerais parler de supra-rationnel, d'une connaissance qui va au-delà de la raison, supra-rationnel, à condition d'avoir épuisé toutes les possibilités de la raison. Voilà, si vous voulez, les symboles interviennent quand les hommes se heurtent au grand mystère. Le grand mystère, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? Autant de civilisations, autant de réponses. Il y a celle des Catechuménon et du Moyen-Âge, par les nombres et par les symboles. Alors le symbole dominant, j'y reviens, je vous l'ai donné dès le départ, puis vous connaissez très bien, ce sont les Catechuménon, Renaud, Malard, Guichard et Richard, tous les quatre montés sur le cheval Bayard. Et comme par hasard, c'est cette image-là,
cette imagerie qui est devenue populaire et qui est encore, l'espace qui va nous montrer tout à l'heure, qui a encore des traces extrêmement nombreuses dans l'Europe actuelle. Alors si vous voulez bien, je voudrais essayer d'entrer un peu dans ce qu'on appelle le nombre 4, c'est-à-dire le quaternaire, et vous dire, si vous voulez, que la première dimension symbolique du 4, c'est cette manière d'ordonner la nature, pour faire les 4 âges de la vie, les 4 saisons, ou 2 saisons dominantes et 2 sous-saisons, parce que chaque civilisation parlait des 4 saisons à un Chinois, il ne comprend pas. Il y a une autre manière de voir les choses, donc il ne s'agit pas de vouloir trop vite universaliser. Mais enfin, pour ce qui est de notre vieille Europe, si vous voulez, et des civilisations qui en découlent, le 4 est une manière, si vous voulez, de rendre compte d'un certain ordre cosmique, si vous voulez, d'un ordre de la nature. Les 4 saisons, les 4 âges. Les 4 âges de la vie, les 4 âges du monde. Et en même temps, si vous voulez, avec les 4 archanges, si vous voulez, c'est aussi une image de la stabilité, j'allais dire en quelque sorte, principielle. Vous avez donc, si vous voulez, une espèce d'accord profond, si vous voulez, entre le monde sensible, on dirait aujourd'hui le monde des phénomènes, et puis ce monde intelligible, pour reprendre la distinction de sensible et intelligible, ce monde intelligible, si vous voulez, fondé sur des principes immuables, et le 4 rendrait compte de cette espèce d'équilibre, si vous voulez, au niveau des principes. Et à ce moment-là, si on entre, bon, je sais pas si j'ai réussi à être clair, c'est très complexe, mais si on entre dans cette symbolique, si vous voulez, on voit à ce moment-là que les catéchismons ont une mission très particulière, c'est d'être les représentants face à Charlemagne d'une réalité principielle qui est au-delà de toute la religion. Alors, vraiment, il y aurait le mot qui nous vient aux lèvres et qu'on n'ose plus employer aujourd'hui parce qu'il passe mal, on va entrer dans une perspective ésotérique. Alors, j'ai retiré le mot parce que là, on n'arrivera pas à se faire comprendre. Donc, voyez-vous, à ce moment-là, les catéchismons seraient face à Charlemagne, et je vais prendre une distinction, alors là, qui historiquement a façonné l'Europe et est encore d'une actualité totale, d'ailleurs il ne peut pas en être autrement, c'est la distinction d'une part de l'autorité spirituelle et du pouvoir temporel. Pouvoir temporel, aujourd'hui on appelle ça la politique. Autorité spirituelle, alors c'est plus difficile à faire à comprendre, encore une fois, ce n'est pas l'autorité religieuse. C'est une autorité qui est au-delà de la religion, puisqu'elle se dit principielle, alors que la religion, elle est quand même particulière, elle arrive à un certain moment du temps, elle est propre à un type d'homme, à un type de lieu ou un type de pays précis. Alors voyez-vous, les premières articulations qui arriveraient là, donc c'est pas une première, c'est une deuxième articulation que je vous propose, c'est que les catéchismons, et c'est là où on comprend la pleine valeur et du chevalier et de l'enchantement-maugis, que les catéchismons seraient les représentants sur terre, si vous voulez, d'une autorité spirituelle. Donc, par exemple, si vous voulez, pour essayer de donner un peu une dimension concrète à mon propos, c'est le rôle que jouent les 3 rois mages, si vous voulez, dans le moment de la naissance du Christ. Vous voyez, c'est les rois mages qui viennent d'Orient et qui viennent reconnaître le Christ. Bon, voilà, si vous voulez, voilà la distinction entre une autorité religieuse et une autorité spirituelle, voilà, à travers les rois mages. Et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard non plus, parce que vous savez que chaque fois qu'on en trouve une porte, on en ouvre beaucoup d'autres en même temps. Ce n'est pas un hasard non plus, c'est la ville de Cologne qui reçoit notre Renaud, vous vous rappelez, comme ouvrier de la cathédrale de Saint-Pierre, a les 3 rois mages comme patron. Il y a là, si vous voulez, une connexion extrêmement subtile et qui mériterait d'être approfondie et que je ne vois nulle part étudier, n'est-ce pas? Non. Voilà, donc voyez-vous, on a là une piste, donc les catéchismons sont là comme un rappel à l'ordre de Charlemagne. Et rappel à l'ordre, on avait déjà le premier, il ne s'en remet pas au duel, donc il refuse le jugement de Dieu,
Et puis alors, vous savez qui est plus grave, mais enfin non, vous ne savez pas, parce qu'il faut avoir beaucoup travaillé pour le savoir, mais Charlemagne s'est permis, si vous voulez, d'intervenir dans la rédaction du Credo, un concile de Nicée, le deuxième, et c'est lui qui va obliger les cardinaux, les évêques de ce temps-là, à introduire le filioque dans le Credo. Et je ne sais pas si vous savez, alors là, encore une fois, s'il fallait développer le sujet, il faudrait des heures et des heures, en espérant être compris, parce que après tout, filioque dans le Credo, mon bon monsieur, qu'est-ce que vous voulez que ça nous fasse? Voilà, il faudrait, si vous voulez, quelle serait la réaction d'aujourd'hui. Il faut quand même comprendre que ce filioque introduit par force par Charlemagne dans la rédaction du Credo est à l'origine quelque part du schisme entre le christianisme d'Occident et le christianisme d'Orient. Parce qu'on ne joue pas à ce niveau-là avec les questions de transcendance. Donc vous voyez à ce moment-là, le sujet devient extrêmement utile, si vous voulez. Donc loin d'être des rebelles qui s'opposent constamment au grand empereur, à la barbe fleurie, c'est pas très sympathique tout ce que je dis là quand on cherche Charlemagne, mon cher Noël. Bon, mais c'est quand même... défendra tout à l'heure. Non, c'est la réalité historique, vous ne pouvez pas les contourner, c'est des choses extrêmement importantes. Donc les catéchismes, voyez-vous, seraient, tout en indiquant quelles sont les 4 étapes dans la vie d'un chevalier ou d'un homme, d'une femme, c'est-à-dire en termes d'initiation, vous prenez les différents parcours initiatiques des différents peuples, dont les contes d'ailleurs sont les témoins, vous verrez, on retrouvera ces 3 étapes plus une, et ils seraient donc les représentants du pouvoir, de l'autorité spirituelle sur la terre occidentale, devant un Charlemagne qui ne veut pas se soumettre à la loi divine. Voilà, si vous voulez, quelle serait la dimension, à mon avis, générale de l'œuvre, qui peut expliquer pourquoi la longue chevauchée et pourquoi Charlemagne, dans sa fureur et sa colère, parce que vous savez, dans les catéchismes, le prof Charlemagne, c'est pas l'empereur majestueux à la barbe fleurie, comme dans la chanson de Roland. Il est toujours en train de jurer, il est toujours en train de taper sur la table. Dès qu'il entend le nom des 4 fils Aymon, il y a sa couronne qui lui tombe de la tête. Enfin, bref, il perd la raison. C'est bien ce que dit d'ailleurs le brave Turpin lorsque Charlemagne veut faire disparaître le cheval Bayard dans les eaux de la Meuse au pont sur Liège. Il y a des Belges parmi vous là. C'est l'épisode le plus connu en Belgique. Les 4 fils Aymon qui sont précipités dans les eaux de la Meuse à Liège, mais le roi Bayard a tout fait de Ça a dit non. Ça a dit non. Non, il y a le souche. Normalement, c'est à Liège. Ah non, moi je suis passé plus loin. Mais le cheval Bayard est présent à Dinan aussi. Mais il est présent partout. Écoutez, moi je m'appuie sur des textes. Il passe par Dinan pour aller à Liège. Tout ce que je vous dis là est vérifiable dans les textes. Voilà. Mais le brave Bayard, si vous voulez, il a réussi à se débarrasser de la lourde pierre meunière qu'on lui a mis au cou pour le noyer dans la Meuse. Et lors d'un dernier hennissement, il ressemble à Liège, je dirais qu'il n'y a pas trop cher. Voilà. Bon, ce qui montre d'ailleurs le rôle de Bayard, parce que par rapport au quaternaire, Bayard, ou le fameux cheval, je laisse d'autres insister sur la symbolique qui est d'une richesse considérable, est une image de l'unité en quelque sorte. Cette unité symbolisée par le cheval, qui est porteur des 4 fils Aymon, qui eux sont aussi l'expression de l'unité. Et d'ailleurs, il est étonnant de voir comment dans le poème, et là encore une fois je m'appuie sur le texte, il faut qu'il soit 4 pour que, et c'est ce que dit Turpin, l'archevêque de Reims, qui lui a existé, il a intérêt à Reims, à Saint-Rémy de Reims, il faut que les 4 fils Aymon soient 4, car tant qu'ils sont 4, Charlemagne ne peut rien contre. C'est ce que Turpin essaye de faire comprendre à Charlemagne. Et naturellement, le brave Charlemagne, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de les séparer à chaque fois. Et on voit un petit peu tous les épisodes, où en particulier c'est Richard le dernier, qui est fait prisonnier, et ils ne sont plus que 3 plus 1. Et le texte dit, nous ne sommes plus 4, nous allons être victimes de la colère de Charlemagne. Mais heureusement, grâce à Bouchis,
ils sont à nouveau tous les quatre ensemble. C'est pour ça, si vous voulez, que l'image dominante populaire et savante, quatre pissons, les quatre fils Aymon, tous les quatre, sur le cheval Bayard dont le col s'allonge pour les quatre fils Aymon. Bon, j'espère que je ne sais pas comment vous réagissez à mes propos, parce que c'est des choses qui sont très rarement dites, très rarement étudiées. Je vais faire 10 minutes, mon cher Noël. Voilà. Je voudrais finir par une question, si vous voulez, qui à mes yeux est extrêmement importante, parce que je pense que si on était dans l'Inde traditionnelle, l'Inde des grandes épopées comme le Ramayana, ou mieux le Mahabharata, vous le savez d'ailleurs, ces grandes épopées, c'est le terme juste, sont considérées en Inde comme des textes canoniques, c'est-à-dire qu'ils entrent dans l'illustration en quelque sorte, pour employer des mots aujourd'hui, du dogme, même s'il n'y a pas de dogme en Inde. Enfin, on va dire des grands principes sur lesquels est fondé l'hindouisme. Eh bien, on pourrait dire la même chose des catéchismes, de tous les romans arthuriens. Ce que je vous dis là, si vous voulez, ça permet d'éclairer une très belle œuvre qui est celle de Tristan et Isolde, né naturellement le Graal, qui est la grande légende du Moyen-Âge. Et je voudrais finir en disant ceci, si vous voulez. Vous savez que le XIIe et le XIIIe siècle sont les grands siècles du christianisme. On peut peut-être dire aussi qu'ils sont les grands siècles de l'Europe, matérialisés par la construction de ces cathédrales présentes dans tous les pays européens. Et en même temps, si vous voulez, on pourrait se demander d'ailleurs pourquoi cette éclosion de toutes les cathédrales, même s'il a fallu 100 ans pour les construire, mais quels que soient les styles, pour ce modo gothique, émaille le territoire de l'Europe, on peut se demander pourquoi ces deux grands siècles du christianisme, ces deux grands siècles de l'Europe, arriverons-nous, nous Européens, lors d'un effet, à construire à nouveau une telle Europe? Point de suspension, je n'ai pas de réponse. Mais ce qu'on peut dire, si vous voulez, c'est que ces deux grands siècles vont connaître. Et là, je vous demande d'entrer dans une conception de l'histoire qui n'est pas naturellement la conception dominante, et qui serait, si vous voulez, le moment où la tradition celtique, parce que des œuvres comme Tristan et Isolde, comme le Graal, les romans arthuriens, le roi Arthur, nous viennent de la tradition celtique très vivante, en Petite-Bretagne et en Grande-Bretagne. Et on aurait à ce moment-là, si vous voulez, la transfusion, je ne voulais pas juste, mais on aurait là en quelque sorte, si vous voulez, au moment où cette tradition spirituelle va s'éteindre, elle ne va pas disparaître, une tradition spirituelle ne peut pas disparaître, mais au moment où elle va s'éteindre, elle va se trouver revitalisée en quelque sorte dans la tradition chrétienne. Et il est certain que si vous prenez une œuvre comme les Catéchismes, le départ est authentiquement celtique, surtout avec Bayard et surtout le druide, qui n'est autre que Drugis, un chanteur. Et la fin avec Dortmund et avec Cologne, et la sanctification de Renaud nous montre bien comment le christianisme s'est approprié en quelque sorte. Mais c'est normal, c'est la loi, si vous voulez, dans le passage des civilisations dans notre cycle d'humanité depuis des siècles et des siècles, comment, si vous voulez, la tradition celtique va en quelque sorte retrouver une certaine vitalité et va contribuer à donner toute sa vitalité à la tradition chrétienne dans ces deux grands siècles du christianisme. Et je voudrais terminer, mais pas beaucoup, parce que je ne veux pas empiéter sur le travail de Jean-Pierre Lambeau, sur ce personnage de l'enchanteur, l'enchanteur qui lui aussi va se plier, va devenir un saint, etc., va faire exactement comme Oiseau, mais à la limite pour un druide, ça n'a aucun sens, si vous voulez. Mais il faut bien voir, si vous voulez, que le druide, dans la tradition celtique, popularisé, si vous voulez, par la bande dessinée, comment ça s'appelle déjà,
C'est aussi mal que ça d'ailleurs. C'est pas. On voit que l'auteur a travaillé, il ne dit pas n'importe quoi. Mais vous voyez dans le druide, le représentant même de l'autorité spirituelle, auquel sont soumis tous les autres personnages du village, de la tribu, de l'État, etc. Il est celui, si vous voulez, j'ai envie de dire, il est celui qui sait. Et comme il est celui qui sait, c'est-à-dire celui qui a la connaissance, eh bien, il agit, et même comme disent les anciens chinois, sans avoir besoin d'agir. Excusez-moi de dire des choses comme ça, mais là, c'est une connaissance, si vous voulez, qui irradie d'elle-même, et qui était celle des druides dans la tradition celtique, et qui est celle de Mogis dans les Cathus-Sémons, et c'est cette espèce de... Rappelez-vous ce que je disais au départ des Cathus-Sémons, dans l'autorité spirituelle, c'est en quelque sorte la potion spirituelle des Cathus-Sémons, elle est celle de Mogis dans cette voilà, bon, vous sentez qu'on pourrait développer. J'ai essayé de donner quelques pistes, si vous voulez. Vous voyez que l'œuvre est d'une complexité considérable. J'aurais presque envie de finir en disant que mon travail actuel, si vous voulez essayer de voir, parce que je reste toujours étonné. Je ne cesse de m'étonner pourquoi cette popularité des Cathus-Sémons à travers le temps. Pourquoi? En tout cas, c'est la seule chose en geste qui atteint un tel degré de popularité dans tout le monde. Et on n'a pas fini, croyez-moi, de faire le relevé de toutes les enseignes, de tous les lieux dits, de tous les lieux, si vous voulez, qui portent le souvenir des Cathus-Sémons et de Charlemagne, qui sont tous les deux intimement liés. Et pour finir, je vais envie de dire, si vous voulez, que je pense qu'il y aurait un lien à établir. Mais là, il faut y aller avec une extrême précaution, avec les Templiers. Parce que si on regarde l'avènement des Templiers et leur extraordinaire essor en Europe pendant 2 siècles, un tout petit peu décalé, d'ailleurs au XIIIe et au XIVe siècle, eux dont le symbole aussi était la croix. Oui, alors, excusez-moi, je ne vous ai pas dit une chose très simple. Le quaterneur, arithmétiquement, j'ai essayé de vous faire passer par le nombre 4, mais sa représentation géométrique est bien évidemment la croix. Et pour le christianisme, les Cathus-Sémons contribuent à répandre la croix, le signe de croix, le signe de la croix, à travers le monde. Bon, eh bien, vous savez également que les Templiers s'appuyaient sur ce même signe de la croix, peu importe le dessin exact, et que je suis à peu près certain qu'il y avait là une entente à travers ce qu'on appelle une doctrine secrète. Alors, quand on dit doctrine secrète, aujourd'hui c'est mal vu, mais qu'on sait, parce que je vois pas comment les historiens peuvent nier ça, on sait qu'il y avait dans la hiérarchie templière, il y avait une partie, si vous voulez, des Templiers, qui était proprement des représentants de l'autorité spirituelle. Alors que les historiens sont encore à représenter les Templiers comme de vulgaires soudards. Voilà un petit peu, si vous voulez, ce que je voulais vous dire par rapport aux Cathus-Sémons dans une synthèse générale, pour vous montrer, nous qui sommes d'Ardennes-Eiffel, encore une fois, on dispose d'un extraordinaire trésor, à la fois savant et populaire, qui inspire encore les artistes aujourd'hui, et ce serait vraiment dommage de ne pas l'exploiter à la fois sur le plan littéraire et sur le plan touristique. Mais la ville à Charlemagne est là pour ça. Je vous remercie de vos attentions.
Thank you.